Salut à tous, comme chaque jour de la semaine, Autotechno vous aide à y voir plus clair dans les évolutions de la mobilité. On parle de voitures autonomes et connectées ainsi que des technologies vertes. Le débat du jour, on parlera des aides à la conduite. Vont-elles aider à réduire sensiblement les accidents de la route? Élément de réponse dans un instant avec nos invités. Et puis comme chaque jour, un expert et une start-up en fin d'émission. C'est parti pour 50 minutes d'innovation. Et on commence bien sûr par la revue de presse techno comme chaque matin avec Cindy Lavru du CCFA. Bonjour Cindy. Bonjour. Quelles sont les infos ce matin? Alors ce matin, il y a 3 infos qui se dégagent. Donc on a BMW qui s'est laissé séduire par 3 startups françaises. On a Car2Go qui compte 2 millions d'utilisateurs et Nissan qui va lancer Nissan Connect Fleet. Alors on commence par BMW qui a choisi des startups françaises. Et voilà. Alors la filiale française de BMW a lancé un concours ouvert aux startups. Et sur 80 dossiers sélectionnés, il y a 3 entreprises qui sont sorties du lot. Donc il s'agit de Oridao, qui sécurise les échanges de données, de Nexiad, j'ai un peu de mal avec les noms, qui propose un logiciel d'estimation des risques de conduite en temps réel, et de Centrio, qui offre une solution de cybersécurité pour l'Internet industriel. Alors c'est vrai que les startups françaises ont des noms parfois bizarres. Mais... voilà. Et donc elles ont présenté leurs innovations à Munich, donc au siège de BMW, et elles ont pu rencontrer des décideurs du centre d'innovation BMW Startup Garage. On continue avec la mobilité partagée en plein essor chez Daimler avec le service donc Car2Go. Voilà, donc Car2Go c'est l'autopartage et il compte désormais 2 millions d'utilisateurs. Ça représente une hausse de la clientèle de 43% en un an. Alors aussi Car2Go c'est une flotte de 14 000 véhicules répartis dans 30 villes dans le monde. Et Daimler a précisé que Car2Go c'était une voiture utilisée toutes les secondes et demie. Donc c'est pas mal. Et ils ont désormais 2 nouveaux pays où ils se sont implantés dernièrement. Et c'est l'Espagne en 2015 et la Chine en 2016. Et on termine par Nissan qui propose de rendre les flottes connectées. Voilà, donc il va lancer un service qui s'appelle Nissan Connect Fleet. C'est destiné principalement aux clients professionnels. Et donc ça a été développé avec une société Telogis. Et ça permet aux entreprises et aux gestionnaires de parcs d'effectuer une gestion centralisée de leur flotte, avec notamment un suivi des véhicules et un suivi des comportements de conduite de leurs chauffeurs ou des alertes en cas d'accident, des choses comme ça. Et ce sera lancé cet automne sur le marché européen. Merci Cindy, on te retrouve lundi à suivre comment intégrer son smartphone dans la voiture. C'est la question que se posent de plus en plus les clients dans les showrooms. Comment vais-je intégrer mon smartphone dans la voiture? On en parle ce matin avec Élise Romac de Seat France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef produit et votre marque propose donc une solution tout en un. Ça s'appelle Full Link. Exactement. Le Full Link est une solution qui regroupe plusieurs applications qui permettent d'intégrer la grosse majorité des smartphones d'aujourd'hui dans la voiture, dans le prolongement de l'utilisation qu'on peut en avoir au quotidien, à savoir Android Auto, Apple CarPlay et MirrorLink. Alors on va découvrir une petite vidéo qui explique justement donc, le principe. Donc on branche son smartphone avec le câble dans le véhicule tout simplement. Tout simplement. L'idée est de rester très simple dans l'utilisation. Donc on branche le câble qui recharge et qui permet de connecter le téléphone à la voiture. On a également le système Bluetooth qui permet de connecter tout ce qui est sonorité à l'intérieur de la voiture. Et on a toutes les applications du smartphone qu'on retrouve répliquées à l'écran directement dans la voiture, qu'on peut commander directement depuis le volant pour assurer un maximum de sécurité. Et on se retrouve avec l'assistant vocal en plus dans le véhicule. Que ce soit Google Voice ou Siri qui prennent le relais par rapport au téléphone. Et évidemment, les commandes vocales sur la voiture qui vont se connecter pour assurer un maximum de sécurité. La reconnaissance, ça se fait automatiquement. Je veux dire, quand j'ai un téléphone Android ou un iPhone, par exemple, il suffit que je le branche et le système détermine de quel téléphone il s'agit? Absolument. Après, il y a toujours une petite manipulation à faire pour sélectionner le mode avec lequel on veut fonctionner. Donc notamment si c'est MirrorLink, je crois. Tout à fait. Puisque, par exemple, pour des smartphones Android, vous avez parfois le choix, selon le smartphone, entre Android Auto et MirrorLink, et auquel cas vous choisissez l'interface avec laquelle vous voulez fonctionner dans la voiture. Pour ce qui est d'Apple, rien de plus simple, on branche le câble, le téléphone et la voiture se parlent tout seuls, et on peut retrouver directement l'écran de son téléphone sur la voiture. Alors voilà, ce qu'on retrouve, ce sont les icônes en fait, c'est l'interface d'accueil. Pour autant, bien sûr, on ne va pas regarder des vidéos de YouTube en roulant.
En revanche, on a accès à certaines applications dédiées à la conduite. Tout à fait. On a même des applications dédiées, comme Seat Drive App, qui permettent effectivement d'accéder à différents paramètres de conduite, qui permettent même de se fixer des petits challenges pour réussir une meilleure consommation dans les trajets par du exemple, quotidien. c'est ça, ouais. Exactement. Et qui permettent aussi d'assister le conducteur dans le pilotage de sa voiture, avec des informations sur la consommation, sur le paramétrage de comment il conduit, sur comment est-ce qu'il peut avoir peut-être un meilleur comportement routier pour être plus éco-responsable, et également tout un tas d'informations un peu plus ludiques, avec l'accès par exemple aux commandes vocales pour lire les SMS ou pour en envoyer, ce genre de choses. Voilà, donc c'est vrai que le côté sécurité c'est important, parce que c'est pas fait pour jouer, c'est fait pour mieux utiliser en fait certaines fonctions du téléphone en respectant la conduite. Absolument. L'idée est d'assurer un maximum de sécurité pour le conducteur, donc toutes les commandes qu'on va pouvoir retrouver du téléphone au départ seront accessibles depuis les commandes de la voiture en vocal ou via les commandes qui sont au volant de la voiture pour respecter un maximum les autres utilisateurs et sa famille. Alors c'est vrai que les clients aujourd'hui, c'est pratiquement ce qu'ils demandent en priorité. Il fut un temps dans les showrooms, on se demandait, la banquette arrière, la motorisation, comment ça marche. Là, en tout cas c'est ce que me disent beaucoup de constructeurs, c'est que c'est d'abord le smartphone, est-ce que ça marche dans la voiture ? Absolument. Et c'est vrai que chez Seat, on a cette grande chance d'avoir une clientèle qui est très jeune, qui est très connectée. Et le téléphone est réellement le prolongement de leur quotidien qu'on va retrouver évidemment dans la voiture. C'est pourquoi on fait partie des constructeurs qui étaient innovateurs sur le sujet. Ça fait presque 2 ans qu'on a ce système dans l'ensemble de nos autos. Et on a à peu près entre la moitié et 2/3 de nos voitures qui sont équipées à la vente de ce système Full Link. Alors c'est vrai que je me souviens, il y a une pub qui a été faite où on voit donc, je crois que c'est une maman et sa fille qui sont ensemble. Vous nous racontez la suite de l'histoire. Donc effectivement, on a ça a l'air de vous faire rire. Donc. Une maman et sa fille qui sont dans la voiture avec un SMS qui tombe, qui est lu effectivement par la voiture. Il est plus pour la fille, on va dire. Potentiellement, effectivement, qui est une petite invitation coquine peut-être pour la soirée, et la maman qui envoie une réponse, toujours par le système vocal, sans avoir à toucher le téléphone. Voilà, parce que la voiture ne fait pas différence entre la maman et la fille, évidemment. Forcément. Donc aujourd'hui, ce système Full Link, est-ce que ça représente un supplément? C'est compris dans les packs dans votre gamme? Alors, sur la plupart de nos hauts de gamme, le Full Link est inclus. Sinon, c'est une option qui est très abordable sur la plupart de nos voitures, puisqu'on démarre à 150 € selon les finitions et selon les modèles. Et on est très abordable, puisqu'on reste sur un prix moyen qui est aux alentours de 200 € pour un prix moyen du marché qui est plutôt aux alentours de 500 €. Alors, ça suppose à chaque fois d'avoir un câble, bien sûr, pour brancher le téléphone à la voiture. Alors, ça suppose d'avoir un câble, même si certaines fonctionnalités peuvent fonctionner uniquement avec le Bluetooth, donc sans le câble. Malgré tout, c'est vrai qu'avoir un câble aujourd'hui pour recharger un smartphone en même temps que de le connecter, c'est toujours une bonne chose. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, prochaines années? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce que vous allez faire en matière de connectivité? Parce que c'est vrai, c'est une marque jeune et donc les clients, ils aiment bien ça chez vous. Bien sûr. Alors d'abord, on va travailler sur l'interactivité de l'écran, sur la taille de l'écran, puisque c'est important d'avoir une bonne représentation de son écran dans la voiture. Évidemment, sur de nouvelles applications. On a déjà un grand nombre d'applications disponibles sur l'ensemble des systèmes, mais on va vers de plus en plus d'applications pour avoir un maximum de choses qui suivent l'utilisateur dans son quotidien. Seat étant une marque qui cherche vraiment le confort d'utilisation pour ses clients. Oui, donc Seat qui, bien sûr, on le rappelle, fait partie du groupe Volkswagen, qui est lui-même très innovant dans cette démarche voiture connectée. Mais bon, vous avez votre propre latitude pour justement développer de nouveaux services. Complètement. Et l'idée étant que notre clientèle, qui est la plus jeune du marché, a besoin de se sentir connectée encore plus que les autres. Donc on est obligé évidemment d'innover encore plus et on a un certain nombre de petites surprises qui attendent pour l'avenir. Élise Remac, merci. On enchaîne avec le son spatialisé, un concept en plein essor. On accueille à présent Michael Breton d'Arcamis. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes responsable produit. Alors votre spécialité, c'est le son 3D, une technologie qui vient du cinéma et que vous appliquez à l'automobile. Exactement. Arcamis, c'est une société française qui a été créée en 1998 au château d'Hérouville. Donc, nous travaillons sur le cinéma, la musique, la post-production. Et à partir de 2006, nous avons appliqué notre technologie à l'automobile afin de spatialiser le son, l'audio dans les véhicules. Donc c'est le fameux son 3D qu'on retrouve notamment sur les voitures de Renault. Alors aujourd'hui, nous sommes disponibles, mais pas que, sur le Renault-Nissan l'Alliance ainsi que Peugeot Citroën DS, sur d'autres véhicules, d'autres marques dans d'autres pays asiatiques. Nous sommes disponibles aujourd'hui sur plus de 30 millions de véhicules.
et nous améliorons en fait l'expérience sonore de nombreux conducteurs et passagers. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est par du logiciel que vous transformez le son, parce que dans une voiture, les haut-parleurs, c'est au niveau donc des portières, et vous le faites voyager d'une oreille à l'autre. Tout à fait. En fait, nous partons du principe simple physique que les haut-parleurs dans une voiture sont souvent situés malheureusement dans le bas des portières. Alors pour les plus gros, vous avez aussi les tweeters pour les aigus à l'avant. Et donc le son sort naturellement par vos pieds, ce qui n'est pas le meilleur endroit en fait pour écouter la musique. Donc notre algorithme permet de remonter ce qu'on appelle la scène sonore pour que vous ayez l'impression que le son vient devant vous, depuis le pare-brise. Et ensuite, nous travaillons avec les haut-parleurs avant et arrière afin que cette scène sonore soit homogène dans tous les véhicules. Alors la prochaine génération, c'est ce qu'on voit à l'écran, donc en fait un générateur pour les véhicules électriques, parce que ces véhicules, on ne les entend pas quand ils sont électriques ou hybrides, et justement l'idée c'est de créer un son électronique pour qu'on puisse les repérer. Tout à fait, donc nous travaillons sur ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, mais maintenant nous avons une nouvelle problématique qui est l'extérieur du véhicule. Typiquement un véhicule électrique en conduite, entre 0 et 30 km/h, n'émet aucun bruit. Ce qui peut être très dangereux si vous êtes dans Paris ou vous passez des autolibres, vous ne les entendez pas. Pour peu que vous fassiez du vélo avec un casque sur les oreilles, exactement, par exemple. Donc l'objectif c'est de créer une signature sonore à l'extérieur du véhicule, une alerte citoyenne qui permet aux piétons, aux cyclistes, aux personnes malvoyantes par exemple, de sentir l'approche d'un véhicule électrique et de prendre les mesures adéquates. Sachant que ce système sera obligatoire en 2019. Alors, autre innovation, on revient donc à l'intérieur des voitures, c'est par rapport aux aides à la conduite, parce que là, en fait, on peut aussi spatialiser le son de façon à ce que quand on a une alerte, elle arrive du bon côté. Exactement. Donc aujourd'hui, nous spatialisons la musique, l'audio, mais effectivement, vous avez de plus en plus d'alertes sonores pour l'aide à la conduite, mais celle-ci se trouve en général sur votre tableau de bord. Et ce qui est très important, c'est l'aspect sécuritaire et le temps de réaction quand il se passe une alerte. Donc nous proposons de spatialiser ces sons d'alerte et de les positionner dans l'habitacle en fonction de l'endroit où se trouve le danger. Alors typiquement, j'essaie de doubler, un véhicule arrive dans l'angle mort, ça veut dire que je vais l'avoir à gauche ou à droite par exemple. C'est exactement ça. Donc le système va détecter que vous avez mis votre clignotant à gauche, le radar ou le lidar, la caméra va détecter un véhicule dans l'angle mort et nous allons spatialiser cette alerte. Au lieu d'avoir un son qui va sortir du tableau de bord, il va être positionné au niveau de votre oreille, en dynamique, c'est-à-dire qu'il va partir de l'arrière de votre véhicule arrière gauche jusqu'à l'avant gauche, et vous allez avoir une détection immédiate du « Ah, attention, je ne peux pas doubler ». Donc bien sûr, c'est pour réduire le temps de réaction. Alors ça demande tout ça, des algorithmes, j'imagine, très complexes. Ça demande des algorithmes très complexes. Bon, c'est notre spécialité depuis 15 ans maintenant, donc nous renforçons en fait toute la technologie qui se trouve dans l'autoradio. Tout ceci est porté sur le processeur principal de l'autoradio. Alors sachant que ce qui fait la spécificité d'Arcamis, c'est non seulement donc d'avoir des types assez forts en maths pour les algorithmes, mais vous travaillez avec ce qu'on appelle des oreilles, donc en fait des gens qui sont très doués aussi au niveau de la perception sonore. Effectivement, donc vous avez toute la partie algorithmique, le calcul, du codage, des mathématiciens, et puis il y a surtout l'intégration dans un véhicule où nos oreilles d'or, nos golden ears, qui sont des ingénieurs du son, qui viennent faire les réglages finaux dans les véhicules, puisque le son est très différent d'un véhicule à l'autre, et même en fonction du tissu sur les sièges, ça peut être du cuir, tout ceci change la perception sonore. Et donc nos oreilles d'or, qui ont une oreille meilleure que la mienne, meilleure que nous tous ici, ils entendent les sons des fréquences beaucoup plus élevées, qui permettent de faire des réglages beaucoup plus fins. Très rapidement, donc Arcamis, société française, donc une technologie qui voyage avec les constructeurs. Et il y a des pays dans le monde où c'est très à la mode, la Chine notamment. Alors, la Chine est en plein développement automobile, on voit une croissance très forte. Nous bénéficions des partenariats, des alliances des constructeurs français à travers des joint ventures en Chine. Il y a aussi un constructeur chinois, je crois qu'il y a un spot de pub à la télé en Chine qui parle de vous. Comme, votre technologie en tout cas. Nous créons en fait un son très haut de gamme à partir d'une petite brique logicielle. Et effectivement, un constructeur qui se nomme SAIC a créé très spécialement pour le lancement d'un véhicule un clip télévisé où nous voyons en fait une joueuse de violoncelle dans un concert. Et en fait, on se rend compte que ce concert se passe dans la voiture. Michael Breton, merci d'être passé nous voir pour nous parler de son spatialisé. Le débat techno du jour, c'est dans un instant.
Et si on arrivait un jour au zéro mort sur les routes, avec l'arrivée massive des aides à la conduite et de la voiture autonome, on peut s'attendre à une réduction sensible des accidents. C'est ce que s'accordent à dire les spécialistes et ce qu'on va voir justement ce matin avec nos invités. Pour PSA, Jean-François Huer, bonjour. Vous êtes expert en matière de sécurité routière et ce qu'on appelle les ITS, c'est le transport intelligent. On en parlera tout au long de ce débat. Nous avons également Édouard Fischer pour la SANEF. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur route intelligente, plutôt autoroute intelligente, directeur technologie et système. Et nous avons convié également Anne Lavaux de la prévention routière. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale. C'est bien d'avoir le point de vue également d'une association très concernée par les problèmes de sécurité routière. Alors, avant de débuter ce débat, je vous propose d'écouter un témoignage. Nous recevions hier sur ce plateau Bernard Darniche, l'ancien pilote de rallye, qui milite pour la sérénité routière, pour la sécurité routière bien sûr, mais il plaide aussi pour plus de courtoisie. Il est convaincu que la technologie va avoir un impact en matière d'accidentologie. Je propose qu'on l'écoute. Alors bien sûr, comment ne pas parler de sécurité routière sans poser des questions à Bernard Darniche, qui sait ce que c'est que conduire, à la fois bien sûr sur des pistes, mais aussi sur la route. Alors Bernard, quelle est ton opinion sur tous les systèmes d'aide à la conduite qui sont en train d'arriver à bord des voitures? C'est ce qui a amélioré depuis une trentaine d'années, effectivement, la sécurité sur la route. On ne peut pas le nier. J'ai longtemps travaillé pour Bosch pour faire comprendre que l'ESP était quelque chose d'indispensable. L'ESP, c'est l'extincteur anti-mauvais geste dans une auto. On ne se rend pas compte à quel point ça vous empêche de faire le coup de volant de trop, le coup d'accélérateur de trop ou le coup de frein de trop. Ça empêche de déraper sur la route. Ça empêche de déraper. La voiture reste dans sa trajectoire et quand elle tape de face. Vous savez que le choc le plus terrifiant, c'est le choc latéral. Parce qu'il n'y a pas moins de protection, ça se comprend. Avec l'ESP, vous n'avez plus tous ces problèmes. Ça vous garantit un bon fonctionnement de la voiture si vous avez trop freiné, trop accéléré ou s'il y a une perte d'adhérence, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la première raison. Mais aussi, les airbags, la ceinture de sécurité, depuis la nuit des temps, on sait à quel point ça protège les passagers d'une voiture. On connaît la réalité de ces chiffres. La technologie, c'est sûr, d'après vous, elle pourra sauver des vies. Mais elle sauve des vies. Et elle en sauvera de plus en plus avec les voitures autonomes, avec tout ce que l'ingénierie automobile et la R&D nous amènent. Dans l'aviation, ça a été de même nature. On sait que ce sont les ingénieurs qui font avancer les sociétés. Ce ne sont pas les politiques. Voilà pour ce témoignage, Bernard Darniche, toujours avec son franc-parler qu'on lui connaît. Mais c'est toujours utile de demander à un ancien pilote qui connaît la réalité du danger, son avis bien sûr. Peut-être un commentaire sur ce qui vient d'être dit, Anne Lavaux? Bien, effectivement, il rappelle un certain nombre de points qui ont été essentiels dans l'action de la sécurité routière et dans la baisse de la mortalité. Il évoque bien sûr la ceinture de sécurité. Et il faut, je crois, aujourd'hui encore rappeler combien cette ceinture sauve des vies. Et qu'il faut la mettre même à l'arrière. Qu'il faut la mettre même à l'arrière et qu'il faut bien veiller à attacher ses enfants. Mais c'est vrai que ça a été l'acte 1 peut-être de ces équipements qui ont permis de sauver des vies. Et puis depuis, ça a été crescendo, mais il y a des gens mieux placés autour de ce plateau pour en parler. Commentaire, parce que je sais que Jean-François Huer est très sensible à la sécurité routière. L'ESP, il connaît bien, y compris la sécurité passive. Ce qu'il dit, plutôt vrai? Bernard Darniche a tout à fait raison. La technologie a apporté énormément. Les 30 années passées ont été consacrées à protéger les gens pendant les accidents. C'est ce qu'on appelle la sécurité passive. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à faire pour être protégé. Donc la ceinture de sécurité, le premier élément fondamental de protection, puis les airbags, les carrosseries qui se déforment peu. Aujourd'hui, on rentre dans l'ère de l'assistance à la conduite. Je pense qu'on va en parler avec la voiture connectée. Très largement. Mais Bernard Darniche a raison de dire que la technologie, mais toujours la technologie en association avec le dialogue avec les autres parties, parce que le comportement des gens au milieu de tout ça est fondamental. La technologie ne fait pas tout, mais l'assistance... Il y a la compréhension d'ailleurs de cette technologie. La compréhension, en même temps, on travaille à faire des assistances à la conduite naturelle, bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant, on va faire tout ce qu'on peut. On fait déjà tout ce qu'on peut pour éviter l'accident. Et ce que dit Bernard Darniche sur l'ESP est tout à fait vrai. Ça évite les conséquences malheureuses de mauvais gestes. Édouard Fischer, à la SANEF, bien sûr, on voit sur les autoroutes toutes sortes de véhicules, y compris les plus récents avec des technologies de pointe. Alors effectivement, nous, du point de vue de l'autoroute, une des dimensions de sécurité qui est importante, c'est l'information.
Donc que les conducteurs puissent en fait anticiper les situations anormales et donc vraiment éviter ce qu'on appelle le suraccident. Donc c'est une dimension également de la sécurité routière qui est extrêmement importante et en particulier sur un trajet autoroutier. Votre rôle, c'est l'information, donc les panneaux messages variables, les radios d'autoroute, bien sûr. Exactement, donc on a un rôle qui est à la fois de collecter des informations sur ce qui se passe pour qu'en permanence on ait une bonne connaissance de l'ensemble des événements, de l'ensemble de ce qui se passe, et de rediffuser donc à travers différentes technologies, les panneaux à messages variables que tout le monde connaît, la radio autoroutière sur le 107.7, et maintenant des nouveaux moyens de communication à travers les technologies, les smartphones, le mobile et le véhicule connecté. On y reviendra tout à l'heure, mais d'abord, expliquons d'abord ce qu'on a comme aide à la conduite, parce qu'aujourd'hui, tous les véhicules qu'on voit sur le salon, alors c'est vrai pour le 3008 ou la 5008 qui sont sur le stand Peugeot par exemple, ces véhicules ont de plus en plus des capteurs, radars et caméras. Oui, alors je ne ferai pas la liste exhaustive de toutes les aides à la conduite, mais bon, pour bien fixer le début de tout ça, l'ABS et l'ESP, c'est les deux aides à la conduite emblématiques qui aident le conducteur. Et largement répandues aujourd'hui. Et largement répandues, pour certaines même réglementaires. Hein. Et désormais, on va rentrer dans la multiplication des systèmes d'assistance de type freinage automatique d'urgence, gestion intelligente de l'interdistance entre les voitures qui sur les autoroutes se suivent en régulation de vitesse, les détections d'angle mort avec des systèmes dans les rétroviseurs qui permettent de détecter un objet que l'on ne voit pas pour éviter notamment les interactions malheureuses avec les deux roues motorisées, ce qui sont trop nombreuses. Et puis des fonctions aussi un peu de surveillance du conducteur. On lance par exemple sur des Peugeot aujourd'hui des systèmes qui vont alerter le conducteur que ça fait un peu trop longtemps qu'il conduit sans s'être arrêté à une vitesse significative et lui conseiller de s'arrêter. Et ça n'est que le prémisse de ce qu'on va faire bientôt, c'est-à-dire de surveiller qu'il n'est pas en train de s'endormir, mais on en reparlera peut-être avec la voiture autonome, puisque tout ça va se mettre en place autour de la voiture autonome. Absolument. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que on pense à la prévention routière de toutes ces avancées technologiques, parce que vous voyez bien que c'est en train d'évoluer à une vitesse importante. Alors nous, on n'en pense que du bien, dans la mesure où effectivement le passé a déjà prouvé que ces avancées avaient permis de sauver un certain nombre de vies. En revanche, on est très vigilant sur un point qui est de rappeler que finalement le conducteur n'a que 2 yeux, 2 mains et qu'un cerveau, et que la multiplication des informations qui peut être celle diffusée par tous ces outils peut être parfois difficile à assimiler et à interpréter. Donc ça, c'est un premier point de vigilance, avec comme corollaire le fait de former et de peut-être mieux former les conducteurs quand ils s'emparent d'un nouveau véhicule, que ce soit neuf, voire d'occasion. Oui, sachant que la tendance actuellement, c'est plutôt de revenir plusieurs fois. On fait d'abord un tour avec la voiture et quand on a des questions sur les équipements, on revient 15 jours après. Oui, mais ça, dans ce cas de figure est formidable, mais je ne suis pas certaine que ce soit 100% des nouveaux acquéreurs d'un véhicule qui se comportent comme ça. Et puis la deuxième chose, mais ça, je pense que c'est un sujet de débat, c'est que aujourd'hui, on a du mal à mesurer quel est le comportement des conducteurs face à ce sentiment de sécurité qui est apporté par ces dispositifs. Est-ce que face à ce sentiment de sécurité, il y a une perte d'attention ou au contraire, il y a une prise de risque supplémentaire? C'est aujourd'hui des questions qui nous interpellent, nous, d'un point de vue prévention routière, parce qu'on sait qu'on va devoir travailler avec ça dans le futur et adapter nos programmes de prévention à ces 2 items sur lesquels, pour le moment, on a assez peu de renseignements. Alors, je propose qu'on découvre en image un système qui, lui, justement, comme disait Jean-François, donc consiste à alerter le conducteur lorsqu'il manifeste des signes de fatigue. Alors, on le voit ici chez Mercedes, mais c'est répandu très largement chez beaucoup de constructeurs, y compris les Français d'ailleurs. Et donc, l'idée, eh bien, c'est de reposer sur des capteurs qui mesurent votre temps de réaction, la trajectoire, depuis combien de temps on conduit. Et effectivement, le cerveau électronique va déterminer, c'est ce qu'on voit ici en animation, il va déterminer à quel moment il faut donner un petit message d'alerte au conducteur. Ça serait bien de vous arrêter, ça serait vraiment bien de penser à faire une pause. Et ça, c'est quelque chose qui va se généraliser très vite. C'est plutôt utile. Ah bah c'est utile, ça relaie le message qu'on diffuse et que vous diffusez également, c'est-à-dire ces fameuses tous les 2 heures la pause s'impose, sachant que nous on le répète à l'envi que c'est pas obligatoire non plus d'attendre 2 heures et que si on ressent des signes de fatigue, on peut s'arrêter au bout d'une demi-heure après la dernière pause. Mais effectivement, on a mesuré combien les problématiques de somnolence, surtout sur l'autoroute d'ailleurs, mais vous avez ce que j'allais dire. Des chiffres. Quels sont les chiffres? C'est toujours l'une des premières causes, non?
Les causes de somnolence existent, oui. C'est de l'inattention de façon plus générale, oui. Donc c'est des éléments sur lesquels effectivement on est extrêmement attentif à travers effectivement des consignes de pause régulières et on fait des animations sur nos aires de service pour inciter à faire des pauses et à utiliser ce moment de détente pour pouvoir reprendre le trajet dans de bonnes conditions. Alors vous avez posé des bonnes questions sur sentiment de confiance ou pas. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on pose la question à PSA, c'est du point de vue du constructeur, comment on met en avant finalement ces alertes. Enfin, l'idée c'est de façon naturelle en fait que le conducteur comprenne ce qui est en train de se passer et qu'il ne se prenne pas pour Superman au volant. Oui, alors effectivement toutes ces questions sont tout à fait légitimes. En même temps j'ai envie d'être un peu optimiste ou positif. Nous travaillons très très fort, hein, tous les constructeurs, à ce qu'on appelle l'ergonomie du poste de conduite et à la quantité d'informations qui sont transmises à chaque instant au conducteur pour ne pas justement le surcharger mentalement. Donc c'est un travail extrêmement complexe qui est fait sur ce qu'on appelle les interfaces homme-machine et qui permet d'avoir des postes de conduite dans lesquels de façon assez naturelle l'information arrive au conducteur de la façon la moins... C'est-à-dire qu'il y a une priorisation en quelque sorte de l'info. Hein. On connaît bien le champ de vision naturel du conducteur, sachant qu'il ne faut jamais quitter la route des yeux, c'est bien ça la priorité. Il faut donc disposer dans le champ de vision des conducteurs et le champ d'action des conducteurs toutes les informations et les hiérarchiser en fonction de la situation. On y travaille au quotidien et je crois qu'il faut être assez optimiste. Les postes de conduite de demain, même si c'est vrai, ça peut parfois effrayer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de couleurs et beaucoup d'informations. Voilà, c'est ça. Une génération, ça a été un peu violent quand même. Il faut aussi voir que la société évolue avec ces outils-là, que les nouvelles générations, les digital natives, ils sont habitués à prendre de l'information sur les écrans. Donc l'ensemble de l'évolution du comportement humain va suivre ces informations-là parce que nos ingénieurs y travaillent et parce que la société évolue. Et on n'oublie pas les personnes âgées aussi qui ont besoin d'avoir des voitures naturellement faciles à conduire. Je pense que ça ne se passera pas trop mal, mais vous avez raison, il faut être vigilant et la formation est un élément important. Alors une question importante également, parce qu'on a toujours tendance à croire que le progrès technique, c'est pour les véhicules haut de gamme seulement. Et il me semble que la tendance, justement, c'est que les équipements d'aide à la conduite, ils se répandent partout, sur toutes les plateformes. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les éléments d'assistance les plus efficaces, parce que nous, qui sommes un constructeur généraliste chez PSA, on priorise les fonctions qui sont accessible au plus grand nombre. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est en multipliant ces fonctions sur le plus grand nombre de voitures qu'on aura les meilleurs résultats. Ce n'est pas en mettant les systèmes les plus performants sur un tout petit nombre de voitures qu'on obtiendra des résultats. Donc il faut avoir une approche qui est la nôtre chez PSA, une approche globale, je dirais, de démocratisation de l'assistance à la conduite. Ce qui n'empêche pas que si vous avez beaucoup d'argent, vous avez une voiture avec beaucoup d'assistance, mais vous êtes peu nombreux. Tout à fait. Alors, on en vient à un autre point qui est celui de l'information trafic, et on parlera de route intelligente dans la foulée. À la SANEF, donc, bien sûr, vous avez donc des capteurs pour savoir ce qui se passe sur vos réseaux, mais ce n'est pas tout. Vous avez un partenaire qui s'appelle Waze. Alors, effectivement, on a noué un partenariat il y a un peu plus d'1 an avec Waze. Donc, Waze, c'est une application sur smartphone qui permet en fait... Que beaucoup de gens connaissent, pour éviter les bouchons notamment. Que beaucoup de gens connaissent, en particulier en France. En région Île-de-France, par exemple, il y a plus de 2 millions d'utilisateurs de cette application. Il y en a 70 millions dans le monde entier. Et c'est quelque chose qui a vraiment pris très très fort. L'intérêt pour nous à travers ce partenariat, c'est qu'à la fois l'ensemble des Wazers, donc les utilisateurs de l'application qui signalent des événements sur l'application, vont en fait, à travers cette application-là, les fournir aux postes centraux d'exploitation des autoroutes du groupe SANEF, qui vont s'en servir comme un capteur de plus et donc une source d'information extrêmement intéressante parce que provenant d'une communauté très vaste, avec une très très forte réactivité. Et dans l'autre sens, également, toutes les informations que SANEF collecte, puisqu'en fait une autoroute c'est quelque chose qui est supervisé 24 heures sur 24 en permanence. Donc on collecte nous-mêmes aussi des informations par des capteurs ou par des moyens humains, nos patrouilleurs en particulier, et ces informations-là, quand il y a événement, vont également être diffusées auprès des Wazers, c'est-à-dire auprès d'une communauté extrêmement vaste. Donc c'est des échanges dans les deux sens. C'est des échanges dans les deux sens, en temps réel, avec un enjeu d'information qui permet en fait aux utilisateurs de l'autoroute d'être acteurs de leur déplacement et d'être acteurs de la sécurité, à la fois de leur sécurité, mais aussi de la sécurité de tous les automobilistes qui circulent dans une même zone. Donc c'est vraiment un partenariat extrêmement enrichissant pour l'ensemble de la communauté autoroutière et Wazer.
Alors sur la voiture connectée, on parlait donc juste avant de l'intégration du smartphone dans le véhicule pour avoir des services, mais on passe à une nouvelle étape, c'est celle où le véhicule dialogue avec d'autres véhicules par des protocoles communs et y compris avec l'infrastructure. L'un des axes de communication de la voiture avec les infrastructures, c'est ce qu'on appelle les ITS coopératifs. Vous l'avez mentionné en début de programme. On va revoir d'ailleurs la petite vidéo PSA Oui. sur justement Oui. cette capacité de En fait, communication. l'idée, c'est que la voiture elle-même, on l'oublie souvent, devient un fournisseur d'informations parce qu'elle déclenche ses essuie-glaces, parce qu'elle allume ses phares, parce qu'elle freine trop vite ou qu'elle a un déclenchement d'un système d'urgence. Ces informations sont communiquées à l'infrastructure ou directement de la voiture aux voitures aux alentours. Donc c'est le car-to-car ou le car-to-infrastructure. Et ces systèmes-là sont amenés à se développer, notamment en priorité sur des réseaux autoroutiers qui sont les plus adaptés aujourd'hui pour recevoir ce type de technologie. Alors il y a ce qu'on appelle le projet Scoop, auquel PSA participe et Renault également. Et donc bien sûr, les opérateurs d'infrastructure sont amenés à participer aussi à cet effort avec des balises connectées. Alors, effectivement, SANEF participe également au projet Scoop. Donc le projet Scoop, c'est la mise en œuvre opérationnelle des équipements en bord de route, au bord de nos autoroutes, qui participent à ce principe de dialogue entre le véhicule et l'infrastructure. Et donc nous déployons actuellement un certain nombre de balises à l'approche de la région Île-de-France, dans la zone de Reims et à l'approche de Strasbourg, donc sur l'autoroute A4 qui va de Paris à Strasbourg. Et on équipe également des véhicules d'exploitation, donc les véhicules qui sont utilisés par la société d'autoroute, SANEF, pour tester les différents cas d'usage et en particulier des cas d'usage d'information de sécurité, le fait de détecter des événements. Là, on a l'exemple en boucle sur les écrans, c'est détection de piétons, ça peut arriver, un automobiliste en panne sur un bord d'autoroute. Exactement, donc l'idée c'est en fait, en détectant très rapidement des événements de ce type-là, de pouvoir les diffuser avec ce qu'on appelle une latence en fait, donc un délai extrêmement court. Je crois que c'est ça l'enjeu en fait de Scoop en termes de sécurité, c'est d'apporter une diffusion extrêmement rapide et large d'informations auprès de tous les véhicules. Alors le projet Scoop, c'est 2000 km d'infrastructure, 3000 véhicules qui sont en train d'être déployés à l'heure actuelle. À votre avis, Jean-François Hubert, à quelle échéance ces véhicules seront sur le marché? Enfin, en tout cas, la technologie va se déployer sur les véhicules de série. La technologie, elle est pas si compliquée que ça. Il faut comprendre que Scoop, c'est essentiellement basé sur une sorte de Wi-Fi automobile, un peu dédié à l'automobile quand même. Et puis, plus tard, la communication de la voiture avec les infrastructures reposeront aussi sur les nouveaux réseaux 4G, 5G et leurs évolutions. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est embarquer dans la voiture des technologies et un peu justement ce que j'appelais les IHM, les moyens de faire agir le conducteur comme un acteur du trafic. Dans les années qui viennent, très très proches, ça va se déployer progressivement sur les voitures. Tous ces systèmes-là vont arriver progressivement sur les voitures à partir des quelques années qui viennent. Anne Lavaux, qu'est-ce que ça vous inspire, la route intelligente, la route connectée, avec des conducteurs qui font partie finalement de l'écosystème? Alors moi j'aime bien l'idée du car-to-car ou car-to-infrastructure, surtout dans le cas d'utilisation d'applications comme Waze, puisque vous savez que nous, l'association Prévention Routière, on a pointé quand même comme étant une des raisons pour lesquelles la mortalité repartait à la hausse, le fait que ce type d'application, donc il y a Waze mais il y en a d'autres, indique, enfin en tout cas par ce système collaboratif, donne et indique la position des forces de l'ordre ou des radars mobiles, etc. Et donc pour nous, ce point-là est un point essentiel sur lequel ces applications doivent travailler de manière à limiter ça, puisqu'on se retrouve face à une égalité des Français face finalement à l'information et à la loi. C'est vrai, mais ça sert aussi quand même à rapporter des informations utiles sur les bouchons. Tout à fait, mais c'est d'ailleurs toute la difficulté du message que l'on porte, c'est-à-dire que autant on est tout à fait d'accord sur le fait que c'est une aide à la conduite et que ça peut effectivement dans certaines circonstances apporter un surplus de sécurité, mais il y a ce double dispositif et sur Waze on les voit bien, les petits képis qui s'allument au fur et à mesure du parcours. Ils ont eu Coyote et Waze n'ont pas été forcément très d'accord, parce que Coyote respecte la législation française alors que Waze n'y est pas soumis, quoi. Waze s'y met petit à petit dans les dernières releases. Waze a supprimé les emplacements précis. Ce qui se passe, c'est que les gens récupèrent des anciennes versions pour avoir ces informations-là. Il y a des petits malins, c'est pour ça. J'aimerais qu'on termine par la voiture autonome, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on commence à percevoir. Les constructeurs équipementiers communiquent sur ce point. Bon, ça c'est pareil, c'est une arrivée progressive, mais c'est sûr, ça va venir.
Ah oui, c'est sûr, ça va venir même très vite sur des premières fonctions de conduite autonome qui seront quand même dédiées à des réseaux particuliers, typiquement des voies séparées, comme des autoroutes, sur des vitesses réglementaires mais relativement élevées, hein, mais avec des autonomies encore limitées. Il faut quand même aussi se rappeler que la réglementation mondiale n'autorise pas aujourd'hui de faire conduire une voiture sans conducteur à bord, donc c'est un peu compliqué. Oui, il y a un peu confusion, on va dire, sur les termes. Hein. Absolument, mais en tout cas aujourd'hui, ça tombe bien, on n'est pas encore tout à fait prêt à faire conduire des voitures avec personne dedans partout sur les routes. Mais ça va venir très vite, hein, à partir les années 2020 vont être des années charnières et on va voir apparaître ces fonctions de conduite autonome. Mais je dirais globalement, pour aller vers cette voiture autonome, je dirais idéale que tout le monde a en tête, ça va prendre un petit peu de temps quand même parce que tous les cas que la voiture va rencontrer doivent être appris, doivent être traités et donc on va y aller progressivement, sachant que le mot clé au milieu de tout ça, c'est la sécurité routière. Édouard Fischer, ça tombe bien, c'est sur les autoroutes que ces voitures autonomes vont d'abord rouler. Oui, alors il y a déjà des véhicules autonomes qui circulent en test, et sur les autoroutes en particulier. Ce qu'on voit bien, c'est que le véhicule autonome, il y a déjà des innovations dans le véhicule pour qu'il ait ses fonctions d'autonomie, mais il faut également que le véhicule autonome soit dans un environnement favorable, au moins au démarrage de ce genre de technologie. Et de ce point de vue-là, les autoroutes sont particulièrement bien adaptées, puisque c'est une infrastructure qui est totalement maîtrisée, avec des qualités de service et des qualités d'infrastructure qui sont également faciles à maîtriser, sur lesquelles il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Donc on a des partenariats avec des constructeurs pour tester en situation réelle des véhicules qui vont arriver sur le marché prochainement. Et donc c'est vraiment dans les cas d'usage autoroutier qu'on va voir les premiers usages commerciaux du véhicule autonome. Alors une anecdote, parce que bon, j'ai eu l'occasion avant le salon de rouler à bord d'un C4 Picasso autonome, je l'avais déjà fait entre Paris et Bordeaux en octobre dernier, et j'ai roulé avec la voiture de Valeo pas plus tard qu'hier. Et je sais que les essayeurs m'ont dit que sur autoroute, parfois quand les automobilistes s'aperçoivent qu'ils côtoient une voiture autonome avec un conducteur qui n'a pas les mains sur le volant, en tout cas, le passager a le réflexe de prendre son appareil mobile pour prendre des photos. J'ai croisé une voiture autonome. Bon, c'est anecdotique, mais en tout cas, qu'est-ce que ça vous inspire à vous, Anne Lavant ? Tant que c'est le passager qui prend la photo, c'est parfait. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, concernant la voiture autonome, on entend beaucoup de choses concernant justement la sécurité et la voiture autonome, et on entend des choses qui, pour nous, dans les réflexions qu'on a à l'association, nous semblent un petit peu abusives, entre guillemets. Déjà, c'est vrai qu'il y a une espèce de fantasme sur cette voiture 100% autonome qui fait qu'on a déjà des comportements un peu surprenants de personnes qui n'ont pas des voitures autonomes, qui ont un certain nombre de systèmes... Oui, qui ont cru trop vite que c'était déjà là. Et qui ont cru trop vite que c'était autonome. Notamment Tesla. Et voilà, enfin, moi je ne cite personne, mais en tout cas, voilà. C'est pas eux que vous pensiez. Ce comportement fait que ça distille une croyance qui peut être dommageable dans les années à venir. Et puis... surtout par rapport à cette voiture autonome, nous, la réflexion, on a poussé un petit peu loin. On est allé même jusqu'à chercher, vous savez, les 3 règles qu'Isaac Asimov avait édictées sur les robots. Et dans ce comportement face au robot, on dit qu'il ne faut pas que le robot fasse de mal à l'homme et que le robot soit toujours sous la maîtrise de l'homme. Donc je renvoie à Asimov, mais nous on se dit qu'en termes de prévention des risques, on va se retrouver face à un comportement humain qui est connu, qui est que l'humain va challenger le robot, puisqu'en fait une voiture autonome c'est un robot. Et donc il risque de prendre des risques pour lui-même, juste pour savoir si le robot effectivement va se comporter tel qu'il est programmé. Et donc ça, c'est... Bon, on a le temps, mais c'est quand même dans les prévisions qu'on imagine de l'évolution de la prévention, un des axes. Voilà, en tout cas, une bonne question pour les ingénieurs qui ne vont pas manquer de se pencher là-dessus. Merci d'être venu pour ce débat Autotechno. On retrouve dans un instant notre expert du jour. Et notre expert est aujourd'hui Jean-Luc Moreau. Salut Jean-Luc. Bonjour Laurent. Jean-Luc Moreau, qu'on écoute chaque dimanche religieusement pendant 2 heures sur RMC. Émission juste en direct. Avant la messe d'ailleurs. Émission d'experts, exactement. Et on peut lire également ta rubrique bio dans le mensuel Automoto. On va parler de voitures électriques. C'est vrai que c'est une grande tendance du salon, mais plus particulièrement sur l'angle des technologies des batteries. Exactement, parce que ça ne vous a pas échappé que la grosse nouveauté cette année en matière de voitures électriques, c'était pas tant les modèles qui restent à peu près les mêmes,
mais l'évolution des autonomies de ces véhicules, Qui ont doublé, carrément. Qui ont pratiquement doublé. Alors c'est la Nissan Leaf qui a ouvert le bal il y a déjà un an en ayant une batterie qui est passée de 24 kWh à 30 kWh. Avec 250 km théoriques. Ensuite, on a eu la BMW i3 qui est passée à 33 kWh. Et puis là, on a la Renault Zoé qui a enfoncé le clou avec une batterie de 41 kWh. Tout ça dans le même packaging et avec un poids de seulement 15 kg supplémentaires. Voilà, c'est ça, je crois. En fait, l'exploit, c'est qu'il n'y a pas besoin de redessiner la voiture, c'est que la batterie rentre dedans. Alors, les promesses de Carlos Ghosn se sont vérifiées, puisque, souvenez-vous, il y a 2 ans, il a dit dans 2 ans, la Zoé aura une batterie avec une autonomie doublée. Donc, la vraie... Sur ce coup-là, il a été bon sur le timing. sur ça, on peut dire qu'il a été pas mal. Ouais. Alors, évidemment, c'est pas un miracle, hein. Il y a quelque chose derrière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de batterie, tout le monde sait ce que c'est qu'une batterie lithium-ion. Le problème, c'est qu'une batterie lithium-ion se cache derrière le mot lithium-ion tout un tas de chimies complètement différentes. Et aujourd'hui, ce qui a évolué, c'est ça. Ce qui permet de doubler l'autonomie du véhicule avec un prix à peu près similaire, parce que c'est également un tour de force. On double la capacité de la batterie, on n'augmente que très légèrement son prix. La Renault sera facturée 1 500 € de plus avec une autonomie doublée. Donc franchement, et ça vaut le coup, évidemment. Franchement, ça vaut le coup. Alors, jusqu'à présent, on disait lithium-ion. Maintenant, il va falloir arriver à faire le distinguo entre les différentes chimies des batteries. Et là, il y a toute une panoplie. Il y a celle de Bolloré, il y a celle de Kia Hyundai, par exemple. Exactement. Alors, il y a une chimie qu'on connaît, qui est le lithium-ion cobalt, que vous avez dans vos ordinateurs portables, que vous avez dans vos téléphones portables. Ça, c'est une chimie courante qu'on connaît depuis longtemps. Et dans l'automobile, la chimie la plus utilisée jusqu'à présent, c'est un petit peu technique, c'était l'oxyde de manganèse, donc lithium-ion oxyde de manganèse. C'est ce qu'il y avait sur la Leaf, c'est ce qu'il y avait sur la Zoé. Et on a remplacé cette chimie par une chimie beaucoup plus performante. En abréviation, c'est du NMC. Alors c'est comme lithium-ion, c'est presque RMC. Ils ont dû faire exprès, je pense. C'est du lithium-ion nickel. En fait, c'est facile, les petits symboles correspondent au concept, au composé actif dans la batterie. Donc c'est lithium-ion, nickel. Vous voyez, NMC, nickel. C'est un vrai cours de chimie en fait. Voilà, c'est ça. C'est un cours de chimie. Heureusement, j'ai ma petite fiche. J'ai ma petite fiche. On y arrive. Attendez, je suis en train de chercher. Lithium-ion, c'était le manganèse cobalt qui me manquait. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tous les paramètres sont en train d'évoluer de façon spectaculaire. Oui. Alors il n'y a pas que la chimie interne des cellules de la batterie. Il y a également l'architecture, parce que quand on voit, alors c'est pas Renault par exemple, on va prendre l'exemple de la Zoé, voilà, c'est pas Renault qui fait la chimie de la batterie, c'est pas Renault qui fournit les cellules, c'est un coréen, c'est LG qui fait ça en Corée. En revanche, Renault travaille sur l'architecture de la batterie, qui a permis de gagner de la place, qui a permis d'améliorer le refroidissement. Donc ça, c'est relativement important. Ça contribue aussi au doublement de l'autonomie. Et puis il y a un autre facteur, il y a dans une batterie ce qu'on appelle un séparateur. Et ces séparateurs ont aussi évolué récemment. Ils sont maintenant recouverts de céramique, ce qui leur permet d'être moins sensibles à la chaleur. Vous avez des évolutions thermiques dans une batterie quand on la charge, quand on la décharge. Il y a des montées en température. Ça peut être très néfaste à la fois à la longévité de la batterie, à la puissance, etc. Et ces séparateurs aujourd'hui ont beaucoup progressé, ce qui contribue au doublement de la capacité. Et on peut même se projeter encore plus loin. Là, je pourrais me transformer en Carlos Ghosn et vous dire que à horizon 2020, donc avant la fin de la décennie, on doublera encore l'autonomie des batteries en conservant des chimies à peu près équivalentes, et puis ensuite on passera à une autre étape. Alors il y a des matériaux qui ont été découverts récemment, en particulier le graphène, qui permettra, alors en théorie, on pourrait multiplier par 10 encore la capacité des batteries. Ça veut dire que ceux qui ont enterré un peu vite la voiture électrique il y a 5 ans, il faudra compter avec, ça c'est clair. Il faudra compter avec. Je pense que la cuisine des batteries doit leur rester sur l'estomac. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été annoncés. Alors ce sont des chiffres théoriques, néanmoins on retranche 100 et on a à peu près le bon résultat en réel. 300 km d'autonomie sur la Zoé. Quand on regarde tous les sondages qui ont été faits dans le grand public, il y a un an, quand on posait la question aux clients potentiels en leur demandant pour vous le principal frein à l'achat d'un véhicule électrique, c'est quoi ? C'était l'autonomie. En deuxième, c'est le prix. Et quand on leur demandait quelle serait l'autonomie à partir de laquelle vous pourriez devenir client d'un véhicule électrique,
La réponse, c'était 300 km. Donc 300 km, ça y est, une Zoé aujourd'hui est capable de faire 300 km. Donc on va voir si les clients ont menti ou pas, et s'ils vont franchir le pas de l'électrique. Merci Jean-Luc Moreau. Dans un instant, la start-up du jour. Et on accueille Stéphane Olevier, président de Vémotech. Bonjour. Bonjour. Alors, à l'origine, votre société faisait des bancs d'essai mobiles pour les conditions climatiques, pour simuler donc des pays chauds, des pays froids, pour aider les constructeurs à faire des tests. Et du coup, vous avez eu l'idée de faire des tests par rapport à la future norme RDE, donc émissions en conditions réelles. Et là, comme par miracle, le Dieselgate arrive et du coup, ça booste vos activités. Effectivement, on avait anticipé les contraintes réglementaires. Avec le produit Vérode qui est notre bon laboratoire mobile. Et qu'on va découvrir derrière vous en images. Qui nous permet de travailler dans les conditions les plus extrêmes et qu'on pensait déjà accoupler à la contrainte de mesure d'émissions. Et donc depuis bien en avant de ce qui a pu arriver dans l'actualité, on avait anticipé de travailler sur de l'émission embarquée, donc avec le produit RDE Easy. Et on avait développé déjà beaucoup de savoir-faire et de méthodologie associée à cette activité. Et l'accélération des normes et la mise en œuvre des normes qui étaient déjà prévues depuis bien longtemps, effectivement, est un facteur d'accroissement naturel de notre activité aujourd'hui. Donc là, on imagine que vos ingénieurs, ils ne chôment pas en ce moment ? On a beaucoup d'activités. On est passé effectivement d'un cap start-up à maintenant gérer une entreprise bien établie avec une grosse montée de notre activité. Quelques chiffres, on est passé en moins de 4 ans à plus de 70 collaborateurs avec une position qui était fortement positionné sur l'Europe et qui aujourd'hui s'accélère sur l'Asie, parce que le Real Drive Emission, le RDE européen, est en train de voir le jour aussi en Chine. Et nous avons ouvert notre filiale au début de l'année en Chine pour répondre à ces besoins aussi. En tout cas, donc beaucoup de demandes de la part des constructeurs, évidemment. Donc bon, parce qu'ils continuent à faire du diesel, évidemment, sauf qu'il faut s'adapter très très vite et plus vite qu'ils n'avaient escompté sans doute. C'est une vraie révolution, je dirais. Les nouvelles normes qui vont apparaître à partir de 2017 et 2018 et 2019 autour de la mesure d'émissions embarquées et le WLTP. Donc ça, sachant que c'est le prochain cycle d'homologation. Tout à fait, c'est la nouvelle norme européenne qui évolue avec un cycle beaucoup plus dynamique et qui intègre du coup la partie émissions sur route, RDE, contraint quand même pas mal l'évolution technologique des moteurs et le niveau d'émissions associés. Et donc effectivement, est un accroissement fort d'activité chez les constructeurs et donc par nous-mêmes qui sommes juste un sous-traitant d'essai pour eux. Alors vous avez commencé par les bancs climatiques, donc RDE aujourd'hui, donc pour le diesel. Est-ce que vous avez en tête une prochaine génération de produits, de nouvelles applications ? Alors nous, on répond à tous les véhicules, que ce soit de l'électrique, du diesel, de l'essence et énergies diverses et variées. Le diesel est un gros sujet par rapport à la contrainte actuelle en Europe. L'essence est aussi un sujet avec la deuxième phase sur les particules. Parce que là, si on entend ce qu'a dit Jean-Luc Moreau, pour l'électrique, ça risque de s'accélérer dans les prochaines années. Alors nous travaillons aussi sur l'électrique, sur la partie plutôt climatique, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'électrique a des contraintes fortes en durée de charge, en contrainte même sur les cycles, par rapport à l'hybridification, parce qu'avant d'arriver à l'électrique totale, je pense qu'il y a une phase intermédiaire ou complémentaire après autour de l'hybridification, qui nous donne aussi beaucoup d'activités sur notre laboratoire Vérode et la mesure embarquée. Merci Stéphane Olevier. On termine comme chaque jour par la Minute Verte. Et la Minute Verte est consacrée à la version rechargeable de la Toyota Prius par rapport à l'ancienne Prius plug-in. La nouvelle mouture améliore ses attitudes en mode 100% électrique. Elle revendique une autonomie de 50 km en mode de zéro émission contre 25 auparavant. Autre changement, la Prius rechargeable peut atteindre une vitesse maxi de 135 km/h en mode purement électrique contre 85 auparavant. Des progrès qui s'expliquent bien sûr par une nouvelle batterie plus performante. Selon le cycle d'homologation, cette berline hybride rechargeable ne consomme qu'1 litre au 100. Évidemment, dans la vraie vie, c'est plus, et ça fait sourire notre ami Jean-Luc Moreau. Et petit détail, si l'ancienne Prius rechargeable était la copie conforme du modèle original, eh bien cette version rechargeable diffère par quelques détails stylistiques comme un museau spécifique inspiré de la Mirai et des feux arrière horizontaux plutôt que verticaux. La voiture est aussi plus longue de 11 cm.
Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui, à la fois pour la Prius et pour cette nouvelle émission d'Auto Techno. On se retrouvera donc lundi prochain avec un débat qui portera sur la voiture à hydrogène. Autre thème dont on parle beaucoup en matière de zéro émission. On aura des invités avec Toyota, bien sûr, Symbio FCell, Engie et Michelin qui supportent également cette nouvelle filière. Alors il n'y a pas beaucoup de voitures à hydrogène sur le salon, néanmoins c'est un thème vraiment d'actualité et un certain nombre de constructeurs ont fait des annonces. Et bien sûr la télé du mondial va continuer avec les prochains rendez-vous. 14h, ce sera l'auto dans tous ses états avec Nicolas Lefrançois. Et à 17h, on se retrouvera aussi pour On refait le mondial. Les programmes sont à suivre en replay sur YouTube ainsi que sur le bouquet Plus de France Télévisions. Voilà, c'est fini pour Auto Techno. Salut à tous.